La femme, espérant gagner les faveurs de son mari, enfilait une chemise de nuit sensuelle et arrivait tôt à l'hôtel pour préparer la chambre. Elle s'attendait à passer une soirée agréable avec son mari. Mais celui-ci se montrait totalement indifférent à sa présence. Il l'informait alors qu'il avait encore du travail à faire, et la pressait de rentrer immédiatement à la maison. Bien que profondément déçue, la femme n'avait d'autre choix que de partir. De retour chez elle, les yeux remplis de tristesse, elle regardait des vidéos des moments heureux passés avec son mari et son fils. Elle ressentait une profonde nostalgie. La femme s'appelait Haring. Sa famille était très fière d'elle. Issue d'un milieu modeste, Haring avait épousé un membre d'une famille Chabol. Son père, qui ne se doutait de rien, l'avait couverte d'éloges lors de la cérémonie d'ouverture de son restaurant. Haring n'avait pu que lui répondre par un sourire forcé. Il ne se doutait pas que Haring était tout à fait indésirable dans la maison de ses beaux-parents. Son mari Anki, le président du groupe, vivait en permanence dans un hôtel. Il ne montrait pas la moindre attention à Haring. Pour obéir à l'ordre de sa belle-mère d'avoir un deuxième enfant, Haring n'avait d'autre choix que de retrouver son mari à l'hôtel à chaque fois. Si Haring prononçait un seul mot de travers, son mari se retournait immédiatement contre elle et partait. Pour les étrangers, Haring semblait parfaitement heureuse dans son mariage riche. Pour Haring, cependant, cette maison n'était qu'une prison sans âme. Lorsqu'on lui a demandé dans une interview comment elle traitait sa belle-fille à la maison, la belle-mère Kingbo a répondu: c'est une question qu'il vaut mieux poser à la belle-fille elle-même. Par coïncidence, Haring est arrivé pour chercher sa belle-mère. Les journalistes ont interrogé Haring sur la façon dont sa belle-mère la traitait. Haring a été momentanément déconcertée. Elle répondit nerveusement que sa belle-mère était une personne très gentille. Bien que Kingbo ait gardé le sourire tout au long de l'interview, son expression devint clairement mécontente pendant le trajet du retour. L'innocente Haring ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Le secrétaire Lee, assis à l'avant, rappela à Haring de ne pas regarder anxieusement sa belle-mère pendant les interviews, car les journalistes perspicaces tireraient inévitablement des conclusions infondées. Haring s'excusa immédiatement auprès de sa belle-mère, mais celle-ci ordonna au chauffeur de s'arrêter. Elle ordonna ensuite froidement à Haring de descendre de la voiture. Haring ne put que marcher sans but. Impuissante, elle finit par trouver un arrêt de bus. En regardant ses pieds, à vif et ensanglantés, elle se sentit profondément injustement traitée. Un homme à côté d'elle lui tendit un pansement. Haring lui en fut très reconnaissante. À ce moment-là, son mari l'a appelée pour lui demander si elle avait rencontré sa belle-mère. Haring a menti, prétendant qu'elle et sa belle-mère étaient sur le chemin du retour. L'homme à côté d'elle avait l'air perplexe. Il ne se doutait pas que leur relation avait commencé à ce moment précis. Ce jour-là, Haring a reçu un appel de sa sœur, Awon. Elle lui a dit qu'un événement grave s'était produit à la maison. Haring n'a eu d'autre choix que de quitter précipitamment sa belle-mère. Voyant sa belle-fille partir dans un tel état d'agitation, Kingbo demanda au secrétaire Lee d'enquêter sur ce qui s'était passé chez sa belle-fille. Il s'avéra que le frère de Haring, Mano, avait été infidèle. L'autre femme s'était présentée à la porte avec leur nouveau-né. Lorsqu'Haring revint ce soir-là après avoir réglé le problème, sa belle-mère lui donna un ordre direct: elle ne devait plus jamais retourner chez ses parents. Elle révéla ensuite la liaison et l'enfant illégitime que son frère avait eu. Elle déclara que si cela venait à se savoir, cela ferait honte à leur famille. Ce n'est qu'à ce moment-là que Haring comprit que sa belle-mère l'avait observé depuis le début. Bien que mécontente, elle ne pouvait que supporter cela en silence. De retour dans sa chambre, elle fut ravie de voir son mari, qui n'était pas rentré à la maison depuis longtemps. Haring pensait que confier ses griefs à son mari lui apporterait du réconfort. Au lieu de cela, il ne se montra pas préoccupé par elle, et accusa son frère d'être peu fiable. Ce jour-là, Haring se rendit au supermarché dans l'intention d'acheter des glaçons. Cependant, étant partie précipitamment, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son argent. Un homme qui se trouvait à proximité paya gentiment ses achats. Haring le remercia chaleureusement. L'homme lui reprocha toutefois de ne pas avoir suivi son conseil d'appliquer une pommade sur ses pieds. Soudain, Haring réalisa que l'homme devant elle était la même personne qui lui avait tendu un pansement dans le bus plus tôt. Elle lui exprima une nouvelle fois sa gratitude. L'homme lui demanda pourquoi elle mangeait de la glace par une journée aussi froide. Il supposa alors qu'elle devait se sentir déprimée pour agir ainsi. Haring ne le nia pas. À ce moment-là, sa belle-mère l'appela. Haring dut partir précipitamment. L'homme était profondément perplexe. Il ressentait un étrange sentiment de familiarité envers Haring. L'homme s'appelait Jikang. C'était un brillant chirurgien, invité par le mari de Haring. Il devait opérer son beau-père. La seule chaleur que Haring trouvait chez elle était dans les souvenirs de son fils décédé. Pour répondre aux souhaits de sa belle-mère, Haring chercha à concevoir un autre enfant avec son mari. Chaque soir, elle lui préparait des toniques à boire. Mais Anki refusait de coopérer. Il reprochait entièrement à Haring la mort de leur fils. C'est précisément cet incident. Leur mariage s'était détérioré jusqu'à atteindre son état actuel. De plus, selon Anki, le désir ardent de Haring d'avoir un deuxième enfant n'était qu'une tentative pour oublier leur fils perdu. Cela rendait Haring complètement impuissante. Haring regrettait profondément son fils décédé. Elle faisait du bénévolat tous les jours à l'endroit même où il était mort. Cette fois-ci, elle confondit un autre enfant avec le sien. Le garçon était sur le point de traverser la route. Une tragédie semblait imminente. Haring s'est jetée devant le garçon sans hésiter. Elle l'a traité comme s'il était son propre enfant. À l'hôpital, Haring a supplié désespérément les médecins de sauver son enfant. Cette scène a été observée par Jikang, qui travaillait à l'hôpital. Cette vision familière lui a soudain rappelé pourquoi Haring lui semblait si familière. Il s'est avéré que le fils de Haring était l'enfant qu'il n'avait pas réussi à sauver pendant l'opération. Jikang était rongé par la culpabilité, convaincu que son erreur de diagnostic avait causé l'échec de l'opération. Même si son père l'assurait que ce n'était pas sa faute, Jikang continuait de croire qu'il avait tué l'enfant. En voyant Haring au cœur brisé, Jikang était submergé par le remords. Heureusement,
Le garçon n'avait subi que des blessures légères. La mère du garçon a accusé Haring avec colère d'avoir réagi de manière excessive, exigeant qu'elle ne fasse plus jamais de bénévolat à l'école. Ce n'est qu'alors que Haring retrouva son calme. Mais les paroles de la mère transpercèrent le cœur de Haring. Anki fut témoin de toute la scène, mais au lieu de réconforter sa femme, il partit profondément déçu. Haring finit par s'effondrer, rongé par la douleur. Jikang, qui se tenait à proximité, se précipita pour la soutenir. Jikang avait causé la mort du fils de Haring par son erreur de diagnostic. Cela devint une douleur profondément enfouie dans son cœur. Pourtant, afin de pouvoir continuer à exercer la médecine, il choisit d'échapper à ses responsabilités. Voyant Haring toujours inconsciente, Jikang n'arrêtait pas de s'excuser auprès d'elle. Lorsqu'Haring se réveilla et constata qu'elle n'avait plus d'argent, il lui prêta même de quoi payer le bus pour rentrer chez elle. Haring se sentait redevable envers Jikang. Elle lui a promis de le rembourser intégralement et a insisté pour lui laisser son numéro de téléphone. Anki a rangé toutes les affaires de son fils décédé, déterminé à les faire disparaître de la maison. Il pensait que l'incapacité de Haring à surmonter son chagrin venait de ses souvenirs. Ce n'était qu'en s'en débarrassant qu'il pourrait vraiment aller de l'avant. En regardant la photo de son fils, elle a reconnu à contre-cœur qu'il était parti pour toujours. Haring aspirait à retrouver l'affection qu'elle et son mari partageaient autrefois. Elle lui assura qu'elle ferait tout son possible pour se remettre. Sa belle-mère espérait également avec insistance que Haring tombe à nouveau enceinte. Malheureusement, la voyante révéla que sa belle-fille ne pourrait plus avoir d'enfant. C'était insupportable pour Kingwo. Ignorant ce tragique destin, Haring promit solennellement à sa belle-mère qu'elle s'efforcerait de donner un héritier à la famille. De retour dans sa chambre, Haring découvrit le secrétaire Lee en train de préparer les vêtements de voyage de son mari. Réprimant sa colère, Haring lui fit comprendre que c'était sa responsabilité. Le secrétaire Lee partit, indigné. Après avoir entendu cela, Anki rentra chez lui complètement ivre. Témoin de la scène, sa belle-mère reprocha à Haring d'être responsable de cette situation. Résigné, Haring endura ses accusations en silence. Tôt le lendemain matin, Haring prépara les vêtements de son mari. Elle se jura de tout faire pour changer les choses, dans l'espoir de retrouver le bonheur d'autrefois. Elle prépara également un copieux petit déjeuner. Mais son mari et sa belle-mère ignorèrent ses efforts. Sans se décourager, Kingwo emmena Haring à l'hôpital pour faire des tests afin de déterminer sa fertilité. De retour à la maison, Haring servit le thé, dans l'espoir de se rapprocher de son mari. Anki lui ordonna brusquement de partir immédiatement, prétendant qu'il devait discuter de questions importantes avec le secrétaire Lee. Haring eut alors le sentiment que son mari la considérait comme inférieure au secrétaire Lee. Elle a fait part de son mécontentement à sa belle-mère. Contre toute attente, celle-ci l'a réprimandée à son tour. Accablée par l'injustice, Haring n'a trouvé aucun exutoire à sa frustration. Dehors, elle a fait semblant d'appeler son mari et l'a accusé avec colère d'être trop intime avec le secrétaire Lee. À ce moment-là, 3 lycéens se sont approchés de Haring pour lui demander de leur acheter des articles interdits aux étudiants au supermarché. Haring les a immédiatement réprimandés, insistant sur le fait qu'ils devaient se concentrer sur leurs études. Elle était loin de se douter que ce comportement allait la mettre en danger. Les 3 élèves ont immédiatement suivi Haring, déterminés à se venger. Jikang a été témoin de la scène. Les élèves ont alors intercepté Haring, non seulement en la menaçant, mais aussi en essayant de lui arracher son sac à main. C'est alors que Jikang est intervenu, les chassant à grands cris. Bien qu'il ait réussi à faire fuir les 3 délinquants, il a lui-même été blessé au cours de l'altercation. Jikang craignait que les étudiants ne cherchent à se venger davantage. Prévenant, il a raccompagné Haring jusqu'à sa porte. Cela a fait éclater de rire Haring. Comme c'était Jikang qui avait été battu, Haring pensait que les étudiants ne reviendraient sûrement pas pour se venger. Ce n'est qu'à ce moment-là que les deux, qui s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois auparavant, se sont officiellement présentés. Pendant ce temps, Kingwo a reçu la confirmation du médecin que sa belle-fille avait peu de chances de concevoir. Loin d'être en colère, mais développa au contraire une inquiétude inexplicable à son égard. Ce changement soudain amena Haring à croire que ses efforts lui avaient valu l'approbation de sa belle-mère. Pourtant, Haring ignorait que sa belle-mère était en train d'élaborer un plan diabolique pour la chasser de la maison. Comment Kingwo aurait-il pu permettre à une femme stérile de rompre la lignée familiale, la petite liaison de la secrétaire Lee et de son fils? En tant que mère, comment pouvait-elle ne pas le savoir? Mais la secrétaire Lee n'était pas la personne que la belle-mère envisageait pour remplacer Haring. Cependant, elle pouvait être utilisée pour aider à chasser Haring. Kingwo était une personnalité publique. Elle ne pouvait absolument pas supporter le stigmate d'avoir chassé sa belle-fille parce qu'elle était stérile. Kingwo demanda à la secrétaire Lee de fabriquer une raison pour le divorce de Haring et Anki, à condition qu'ils puissent divorcer sans heurts. Elle promit de satisfaire toutes les demandes du secrétaire Lee, sauf celles concernant Anki. La belle-mère commença donc à changer d'attitude envers Haring. De cette façon, lorsqu'ils divorceraient finalement, elle ne serait pas exposée aux critiques extérieures. Ce jour-là, Jikang, incapable de supporter la restauration rapide quotidienne, vint apprendre à cuisiner. Son apparence séduisante enthousiasma un groupe de femmes. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son professeur de cuisine serait Haring. Jikang se retrouva alors complètement embarrassé. Après cela, Haring lui demanda avec inquiétude si sa blessure antérieure était guérie. Jikang déclara obstinément qu'une blessure aussi mineure n'était rien. Cela fit sourire Haring. Plus tard, Haring accompagna Jikang au supermarché pour l'aider à choisir des ingrédients. Aux yeux des étrangers, ils formaient un couple parfaitement heureux. Mais à la maison, Haring essayait par tous les moyens de plaire à son mari, qui restait totalement indifférent à son égard. Voyant cela, Haring ne pouvait que forcer un sourire. Pendant ce temps, la sœur de Haring, Awon, ivre, avait une liaison avec un collègue. Tous deux se rejetaient la faute et se retrouvaient au poste de police. Trop effrayés pour en parler à leurs parents, Awon a supplié sa sœur de l'aider. Contre toute attente, Jikang est également arrivé au poste. Il s'est avéré que le collègue de Awon n'était autre que le beau-frère de Jikang,
Kang-min. Haring et Ji-kang étaient complètement désemparés face à cette situation. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, la police leur a suggéré de régler l'affaire à l'amiable. Mais les deux parties ont insisté sur le fait que l'autre était en tort. Les agents leur ont alors montré la vidéo de surveillance. Les scènes indescriptibles ont profondément embarrassé Haring. Après avoir réglé l'affaire, Ji-kang a raccompagné Haring chez elle. Cette scène a été observée par sa belle-mère, qui venait de rentrer. Voyant leur complicité, la belle-mère, qui complotait pour faire divorcer Haring, a immédiatement élaboré un plan. Mais Haring découvrit la liaison secrète de son mari avec la secrétaire Lee. Cette révélation la laissa complètement incrédule. Elle ne put que se réfugier dans la salle de bain pour pleurer. À partir de ce moment, Haring décida de se débarrasser de sa faiblesse. La secrétaire Lee, une simple servante, devait être remise à sa place. Sous prétexte de visiter la nouvelle maison de la secrétaire Lee, Haring se rendit directement dans sa chambre et ouvrit le coffret à bijoux. Apercevant les bijoux coûteux que son mari lui avait offerts, Haring les glissa à son propre poignet, déterminé à donner une leçon à cette femme mal élevée. Les deux femmes se sont immédiatement affrontées. Après une lutte acharnée, Haring marcha, désespéré, dans les rues animées, contemplant son reflet échevelé dans un miroir. La mort de son fils avait déjà rendu sa vie malheureuse insupportable. Dans cet état, Haring ne pouvait pas donner son cours de cuisine aujourd'hui. Elle fit demi-tour et partit. À son insu, Ji-kang, qui arrivait pour son cours de cuisine, fut témoin de la scène. Il suivit silencieusement Haring. Voyant son état de tristesse, Ji-kang éprouva une profonde compassion pour elle. Ainsi, sans s'en rendre compte, il suivit Haring jusqu'à sa porte d'entrée. Ji-kang sentit soudain que ses actions étaient plutôt brusques. Han-ki apprit également les détails de la situation par le secrétaire Lee. Bien qu'il se sentît froid et repoussé par sa femme, il ne souhaitait pas divorcer. Il savait que Haring était la fierté de sa famille. Pour la première fois depuis leur mariage, Han-ki invita ses beaux-parents à dîner. Cela rendit les parents de Haring très heureux. Han-ki fit tout son possible pour mettre en scène un spectacle. Haring comprit que les actions de Han-ki visaient à la dissuader de poursuivre le secrétaire Lee. Elle confronta son mari, exigeant de savoir pourquoi il avait embrassé le secrétaire Lee. Han-ki n'y crut pas un seul instant. Il expliqua qu'il s'agissait simplement d'un moment d'irrationalité alors que le secrétaire Lee était de mauvaise humeur. Il lui assura que le secrétaire Lee s'était excusé par la suite. Han-ki jura qu'un tel incident ne se reproduirait plus jamais. Mais Haring, épuisé par la tension, ne croyait plus aux paroles de son mari. Pendant ce temps, sa belle-mère examinait des photos de Haring et Ji-kang. Elle était déterminée à fabriquer rapidement des preuves de l'infidélité de Haring afin de l'expulser de la maison. Ailleurs, Ji-kang se rendit sur l'autel commémoratif du fils de Haring pour présenter ses excuses. De manière inattendue, Haring arriva et fut témoin de cette scène, ignorant que Ji-kang était le médecin responsable de la mort de son fils. Ji-kang, ne voulant pas révéler la vérité à Haring, affirma faussement qu'il était venu rendre hommage à un ami et qu'il était simplement tombé sur sa photo. Haring était venu exprimer son chagrin face à la trahison de son père envers son fils. En rencontrant Ji-kang, elle se mit inexplicablement à raconter les moments heureux qu'elle avait partagés avec son fils avant son décès. En entendant cela, Ji-kang ressentit non seulement une plus grande pitié pour Haring, mais aussi un reproche encore plus intense envers lui-même. De retour chez elle, Haring trouva son mari qui l'attendait. Elle avait complètement renoncé à lui. Si elle ne trouvait pas de raison de continuer à vivre avec lui, Haring déclara qu'elle divorcerait. Voyant cela, Han-ki commença à paniquer. Il apporta spécialement un bouquet de fleurs pour Haring. Mais ce geste s'avéra inacceptable pour Haring. Elle ne pouvait tolérer la trahison de son mari. Plus tard, Han-ki alla voir sa mère pendant qu'elle mangeait. Il avait appris la vérité sur les difficultés de Haring à concevoir. Il ne savait pas pourquoi sa mère avait caché cette information. Mais il dit fermement à sa mère qu'il ne divorcerait pas de Haring. Cependant, King-Wo était déterminé à chasser Haring à tout prix. Le lendemain, elle chercha délibérément Ji-kang, dans l'espoir qu'il opère un enfant atteint d'une tumeur au cerveau au centre social. Ji-kang ne put qu'accepter à contre-cœur. Ce soir-là, King-Wo aborda à nouveau Haring, lui annonçant qu'il avait organisé l'opération de la tumeur au cerveau, et espérant qu'elle pourrait trouver le temps de s'occuper de l'enfant. Entendant qu'il s'agissait d'une cause charitable, Haring accepta volontiers. Le lendemain, Haring se rendit à l'hôpital comme sa belle-mère le lui avait demandé pour s'occuper de l'enfant qui attendait d'être opéré. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit que le médecin dont sa belle-mère lui avait parlé n'était autre que Ji-kang. Les deux commencèrent à discuter de la manière de s'occuper de l'enfant. Pendant ce temps, King-Wo téléphona à son fils pour lui demander d'aller à l'hôpital et d'emmener Haring changer d'air. Le plan de King-Wo était de faire soupçonner son fils de la relation entre Haring et Ji-kang. Lorsqu'Han-ki arriva à l'hôpital, il aperçut par hasard sa femme avec Ji-kang. Cela le perturba profondément. Pendant ce temps, Ji-kang restait hanté par la mort du fils de Haring. Il doutait de pouvoir sauver le garçon. Ce soir-là, Haring fut emmenée par son mari à un dîner important. Au milieu du repas, elle reçut un appel l'informant de complications pendant l'opération du garçon. Han-ki soupçonnait sa femme d'utiliser le prétexte de s'occuper du garçon pour rencontrer Ji-kang en secret. Haring, refusant de s'expliquer, partit en colère. L'opération du garçon fut finalement terminée. Mais Ji-kang était profondément inquiet que le résultat puisse être défavorable. Il n'osait pas demander de nouvelles. Se cachant dans un coin, Haring le rassura en lui disant que tout irait bien, et l'embrassa instinctivement. De manière inattendue, Han-ki arriva et fut témoin de la scène. Refusant d'écouter les explications, Han-ki frappa violemment Ji-kang et l'avertit de ne plus jamais s'approcher de Haring. Il traîna ensuite Haring dans un hôtel et la plaqua de force sur le lit, tentant de la violer. Haring refusa de laisser son mari la traiter ainsi. Elle partit en trombe, furieuse. Pendant ce temps, le garçon avait finalement survécu. Ji-kang remercia le garçon de l'avoir aidé à surmonter ses peurs intérieures. Cette nuit-là, la mère de Haring, Soelo, rêva d'un serpent. En tendant la main pour le caresser, elle toucha le visage de son mari. Ravie, elle interpréta ce rêve comme un signe de grossesse.
convaincue que Haring devait être enceinte. Folle de joie, elle téléphona à sa fille pour s'enquérir de son état de santé. Le cœur de Haring se serra devant l'inquiétude de sa mère. Mais elle ne pouvait que feindre que tout allait bien. Pendant ce temps, sa belle-mère était assise chez elle, écoutant tranquillement de la belle musique. Son plan ayant réussi à faire croire à son fils que Haring l'avait trahi. Elle avait maintenant l'intention d'utiliser cela pour chasser Haring de la maison. Ce jour-là, Qinghua emmena délibérément Haring à l'hôpital pour voir l'enfant. Apprenant que le garçon avait été emmené passer des examens par Jikang, Qinghua demanda à Haring d'aider Jikang à ramener l'enfant. Haring remit ses affaires à l'infirmière et partit joyeusement. Le plan de Qinghua pour expulser Haring était désormais officiellement en marche. Peu après, Haring et Jikang revinrent avec le garçon. La belle-mère, voyant cela, réprimanda Haring. Elle fit ensuite semblant d'être en colère et partit. L'infirmière informa Haring que la belle-mère était déjà au courant de son étreinte avec Jikang la veille. Haring courut après sa belle-mère, désespérée de s'expliquer. Elle ne savait pas que c'était précisément le résultat recherché par la belle-mère. Paniquée, Haring se précipita chez elle pour clarifier la situation. Mais elle trouva la porte fermée à clé. Elle attendit dehors jusqu'au soir, lorsque son mari rentra du travail, avant de pouvoir enfin rentrer dans la maison. Sa belle-mère lui demanda alors pourquoi elle était rentrée si tard, allant même jusqu'à mentir à son fils en lui disant que Haring souhaitait rester chez ses parents pendant quelque temps. Anki ne s'y opposa pas et s'éloigna simplement. Haring saisit cette occasion pour se disculper, mais sa belle-mère l'interrompit brusquement. De retour dans leur chambre, Anki a vu la valise préparée par Haring et s'est visiblement montré mécontent. Haring savait que sa belle-mère était derrière tout cela. Dans ces conditions, elle ne voyait pas l'intérêt de donner plus d'explications. Elle a simplement déclaré que sa mère lui manquait beaucoup. Tôt le lendemain matin, Haring a pris ses bagages et est retourné chez ses parents. Son arrivée soudaine a surpris sa mère. Haring n'a pas révélé la vérité. Elle prétendit faussement qu'elle était simplement fatiguée et qu'elle avait envie de la cuisine de sa mère. Sa mère fut ravie d'entendre cela. Elle fut encore plus convaincue que sa fille devait être enceinte. D'où son épuisement. De retour sous la garde de sa mère, Haring ressentit un sentiment de bien-être rare. À l'insu de Sohelo, son rêve de grossesse s'avéra remarquablement précis. Sa plus jeune fille, à la suite de cet incident, était enceinte de manière inattendue. En entendant sa mère mentionner le rêve de grossesse, Haring ressentit une lueur d'espoir. Elle accompagna sa mère à l'hôpital pour un examen. Mais le médecin informa Haring qu'en raison d'une insuffisance ovarienne prématurée, il lui serait extrêmement difficile de concevoir un autre enfant. Haring avait du mal à y croire. Peu de temps auparavant, lorsque sa belle-mère et elle avaient subi des examens, le médecin lui avait assuré qu'elle était en excellente santé. Haring téléphona immédiatement à l'hôpital pour demander des explications. Cependant, les informations reçues correspondaient en grande partie aux conclusions du jour. Le médecin expliqua que sa belle-mère lui avait caché la vérité, craignant qu'elle ne puisse le supporter. Dans le bus qui la ramenait chez elle, sa mère pleurait inconsolablement. Le lendemain, Sohelo se rendit chez ses beaux-parents. Elle révéla l'incapacité de sa fille à concevoir et présenta ses excuses à sa belle-mère en son nom. Qinghua la réconforta, l'exhortant à ne pas porter un fardeau aussi lourd. Sohelo en fut profondément ému. De retour chez elle, Sohelo partagea la nouvelle avec Haring. Haring fut tout aussi ému. Pendant ce temps, Qinghua feignit d'être malade devant son fils et resta convaincu qu'il y avait une relation inappropriée entre Haring et Jikang. Elle demanda à son fils, « Tu ne vas pas divorcer ?» Contre toute attente, Anki insista pour ne pas divorcer et exigea de ramener Haring à la maison immédiatement. Voyant la détermination de son fils, elle décida d'employer des mesures plus énergiques. Anki ramena ensuite Haring à la maison. Haring, ne voulant pas inquiéter sa famille, accepta à contre-cœur. Elle informa alors son mari que son retour n'était pas pour lui, mais pour blanchir son nom auprès de sa belle-mère. À son arrivée à la maison, sa belle-mère resta sceptique à l'égard de Haring. Haring jura qu'elle gagnerait sa confiance, mais elle ne se rendait pas compte que, quels que soient ses efforts, cela serait vain. Ce soir-là, Jikang organisait un banquet pour fêter sa nomination au poste de directeur de l'hôpital. Anki présenta délibérément Haring comme sa femme devant Jikang. Jikang et Haring furent tous deux profondément embarrassés. À ce moment-là, le secrétaire Li s'approcha de Jikang et lui demanda s'il souhaitait connaître la vérité sur la vie de Haring chez ses beaux-parents. Anki fut témoin de cette scène. Il emmena la secrétaire Li à l'extérieur et l'avertit de ne pas parler à tort et à travers. Jikang apparut peu après et les vit tous les deux. En apercevant Jikang, la secrétaire Li embrassa immédiatement Anki. Haring apparut alors. Jikang se précipita en voyant cela. Il ne voulait pas que Haring soit témoin de la scène et l'éloigna. Anki fut également témoin de cette scène. Il pensait que Haring rencontrait Jikang en secret derrière son dos. Haring expliqua qu'elle et Jikang étaient simplement en train de discuter. Mais Anki, se sentant coupable, emmena immédiatement Haring. Le secrétaire Li s'approcha alors à nouveau de Jikang, car sa mission actuelle ne nécessitait plus qu'une dernière étape pour être menée à bien. Jikang reprocha à la secrétaire Li ses actions précédentes. La secrétaire Li rétorqua que Haring vivait dans la souffrance depuis qu'elle avait perdu son enfant. Convaincue d'avoir causé la mort de son fils, Haring endurait toutes les injustices comme une idiote. Jikang ne comprenait pas pourquoi le secrétaire Li lui racontait cela. Le secrétaire Li exprima son espoir que Jikang aide Haring. Tout cela avait été orchestré par Qinghua, qui avait donné des instructions au secrétaire Li. Son but était d'aggraver le malentendu de Anki à l'égard de Haring. Son seul objectif était de pousser Anki et Haring à divorcer. Ce soir-là, Anki reçut un SMS et s'éclipsa. Jikang le suivit et vit que la personne qu'il rencontrait n'était autre que le secrétaire Li. Les trahisons répétées de son mari ont laissé Haring le cœur brisé. Le lendemain, elle a cherché Jikang, voulant savoir ce qu'il avait vu cette nuit-là lors de son banquet de promotion. Pourquoi avait-il été si impatient de l'éloigner? Combiné à la réaction de son mari en voyant le secrétaire Li,
Haring avait déjà deviné la raison. Ji-Kang ne voulait pas blesser Haring. Il a gardé pour lui ce dont il avait été témoin. Haring a déclaré qu'elle était déjà au courant de la relation de son mari avec le secrétaire Lee. Ji-Kang lui demanda alors pourquoi elle supportait une telle souffrance. Haring expliqua qu'elle craignait de briser le foyer qu'elle partageait avec son fils. De plus, ses parents souhaitaient son bonheur. En entendant cela, Ji-Kang fut perplexe. Pourquoi Haring faisait-elle constamment passer les autres avant elle-même? Il affirma que la racine du problème venait de Haring elle-même. Ce sont les paroles de Ji-Kang qui ont soudainement éclairé Haring, qui se sentait piégé. Sur le chemin du retour, Haring a involontairement surpris le secrétaire Lee en train de rencontrer sa belle-mère. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle vivait dans le tissu de mensonges tissés par sa belle-mère. Ainsi, la dernière raison pour laquelle Haring s'était accrochée à ce mariage s'est complètement effondrée. Contemplant le portrait de son fils, elle a prié pour qu'il ne lui en veuille pas. Le soir même, Haring demanda officiellement le divorce à son mari devant le secrétaire Lee. De retour à la maison, Haring commença à faire ses valises pour partir. Mais Han-ki était tout à fait opposé à l'idée du divorce. Il décrocha alors le téléphone et appela sa belle-mère. Voyant cela, Haring eut les larmes aux yeux, mais elle était impuissante à l'en empêcher. Apprenant la situation, la belle-mère réprimanda délibérément Haring, lui demandant de quel droit elle osait demander le divorce. Haring a immédiatement dénoncé l'hypocrisie de sa belle-mère. Contre toute attente, celle-ci a non seulement nié, mais a également accusé faussement Haring d'avoir une relation inappropriée avec Ji-Kang. En entendant cela, Haring est partie, le cœur lourd. Elle a erré dans les rues, désemparée. C'est alors que Ji-Kang est apparu devant elle. Haring aurait tant souhaité que Ji-Kang puisse l'aider. La seule personne satisfaite de son départ était sa belle-mère. Han-ki comprit que c'était sa liaison avec la secrétaire Lee qui avait brisé le cœur de Haring. Il admit avoir mal agi envers Haring. King-Bo, cependant, dit à son fils que ce n'était pas sa faute, et déclara qu'elle s'occuperait personnellement de la procédure de divorce. Mais Han-ki s'opposa farouchement au divorce. King-Bo n'avait pas prévu la détermination inébranlable de son fils, mais elle refusa d'abandonner. Haring suivit Ji-Kang à la campagne, où elle séjourna dans la clinique de son père. C'est alors que Haring fut soudainement prise de fièvre et s'effondra. En voyant Haring inconsciente, Ji-Kang ressentit une immense angoisse. Il avait toujours cru que c'était de sa faute si l'enfant de Haring était mort, ce qui avait causé sa souffrance. Mais il ne pouvait pas partager sa douleur. Sa seule consolation était qu'il était médecin et pouvait la soigner pendant sa fièvre. Le lendemain, Haring se réveilla dans un environnement inconnu et se souvint qu'elle avait supplié Ji-Kang de l'aider la nuit précédente. Cela rendit Haring profondément embarrassé. Heureusement, Ji-Kang ne fit aucune allusion à ce souvenir gênant. Pour aider Haring à oublier ses problèmes, Ji-Kang emmena Haring à la clinique de son père et lui demanda de l'aider à ranger. Parfois, Ji-Kang se surprenait à regarder Haring d'un air absent. Son père, Da-Weng, remarqua le comportement inhabituel de son fils, mais il en était ravi. Il voyait d'un seul coup d'œil que son fils aimait beaucoup Haring. Il insista pour que son fils épouse Haring. Plus tard, Da-Weng alla voir Haring. Il exprima sa gratitude à Haring pour avoir aidé son fils à retrouver son moral. Haring, témoin de cette scène, ne donna aucune explication. Pendant ce temps, Han-ki restait obstinément aux côtés de Ji-Kang, refusant de partir. Il supposait que Haring était avec Ji-Kang. Ji-Kang le nia. Han-ki suivit alors secrètement Ji-Kang. Voyant Ji-Kang entrer dans un hôtel, Han-ki supposa que Haring y était caché, mais il fit irruption dans la chambre à la recherche effrénée de Haring. Lorsque le beau-frère de Ji-Kang, Kang-min, apparut, il s'avéra que Ji-Kang avait repéré Han-ki qui le suivait sur le chemin du retour. Pour dissimuler l'endroit où se trouvait Haring, il modifia son itinéraire et se rendit chez Kang-min. Le père de Kang-min est justement le président de la société de Han-ki. Ji-Kang, quant à lui, était l'ancien gendre du président. Cette ruse a permis de semer Han-ki. De retour chez lui, cependant, il ne trouva aucune trace de Haring. La panique s'empara immédiatement de lui. Heureusement, Ji-Kang découvrit Haring, plongé dans ses pensées, dans une ruelle tranquille. Haring comprit enfin que Ji-Kang avait peut-être développé des sentiments pour elle. Après que Haring l'eut découvert, Ji-Kang admit qu'il avait effectivement développé des sentiments pour elle. Mais Haring n'osait plus accepter cette affection. Pour un ami cher comme Ji-Kang, elle souhaitait sincèrement qu'ils puissent rester ensemble pour toujours. Alors que Ji-Kang s'apprêtait à partir, il entendit soudainement le cri de Haring. Il se précipita dans la maison pour demander ce qui s'était passé. Il découvrit la chambre de Haring en désordre, soupçonnant d'abord des cambrioleurs. Haring reçut alors des photos de sa belle-mère. Les images montraient Haring et Ji-Kang ensemble. Il s'avéra que tous les faits et gestes de Haring avaient été surveillés par sa belle-mère. Le temps qu'elle passait avec Ji-Kang devint une preuve supplémentaire pour sa belle-mère de la calomnier en la traitant d'infidèle. La belle-mère a menacé Haring si elle n'acceptait pas d'assumer l'entière responsabilité du divorce. Elle divulguerait toutes ces photos. Haring n'avait pas imaginé que les choses iraient aussi loin. Voyant cela, Ji-Kang a dit à Haring de ne plus souffrir en silence. Han-ki a rapidement appris toute l'histoire par Ji-Kang. De retour à la maison, il a confronté sa mère à propos de ses actes répréhensibles. Mais King-Wo restait catégorique, c'était la faute de Haring. Après avoir fait face aux menaces de sa belle-mère, et malgré le soutien de Ji-Kang, Haring ne souhaitait pas l'impliquer. Elle confronta sa belle-mère, lui demandant pourquoi elle avait fait cela. King-Wo révéla alors la vérité. Haring était stérile et indigne d'être la femme de son fils. Il avait refusé de la renier publiquement pour préserver les apparences. Ce n'est qu'alors que Haring comprit toute la vérité. Finalement, King-Wo exigea que Haring mette fin à sa relation avec Han-ki le soir même et fasse ses valises pour partir sans délai. Haring elle-même souhaitait cette issue. King-Wo jubilait, son plan pour expulser Haring touchant à sa fin. Ce soir-là, Haring prépara délibérément un somptueux repas. Elle informa Han-ki que ce serait son dernier repas pour lui. Han-ki tenta de la persuader de rester, mais Haring resta déterminée dans sa décision de divorcer. Elle rendit ensuite un dernier hommage dans la chambre où son fils décédé avait vécu, bien que menacé par sa belle-mère de prendre la responsabilité de la situation.
Haring n'avait aucune intention de se plier à ses exigences. Observant la présence persistante de Haring, la belle-mère supposa qu'elle attendait une pension alimentaire. Haring ne nia pas. Mais elle ne parlait pas de pension alimentaire, mais de ce qui lui revenait de droit. Qingbo, furieux, se prépara à menacer Haring une fois de plus. Mais Haring ne montra aucune crainte, car elle aussi avait de quoi menacer sa belle-mère. Elle sortit alors l'enregistrement des menaces proférées plus tôt par sa belle-mère. La belle-mère, voyant cela, fut complètement abasourdie. Elle, qui accordait plus d'importance à sa réputation qu'à toute autre chose, fut instantanément déconcertée. Haring fit alors ses valises et quitta la maison. Mais à peine était-elle partie que Qingbo emmena son fils à un rendez-vous arrangé. Anki ne montra aucun respect à sa mère et dit à la personne en face de lui qu'il était marié, avant de partir sans ménagement, pour que son fils abandonne Haring le plus rapidement possible. Qingbo fit même redécorer la chambre de Anki, afin d'effacer toute trace de Haring. Cela a rendu Anki furieux. Il a répété à sa mère que quoi qu'il arrive, il ne divorcerait pas de Haring. Qingbo ne comprenait pas l'entêtement de son fils. Anki a expliqué qu'il refusait de gâcher sa vie avec un divorce. Pendant ce temps, Haring, qui avait quitté la maison, goûtait enfin à la liberté. Jikang était également ravi que Haring ait fait le bon choix. Il s'est occupé de décorer sa nouvelle maison. Haring trouvait qu'il était incroyablement facile de vivre avec Jikang. Pendant ce temps, Anki, déterminé à ne pas divorcer, recourut à la manipulation de son beau-père pour forcer Haring à reconsidérer sa décision. Mais cette fois, Anki fit un mauvais calcul. Haring avait suivi le conseil de Jikang et était résolue à ne penser qu'à elle-même désormais. Lorsque son père apprit que sa fille avait l'intention de divorcer de son mari, il s'y opposa avec véhémence. Malgré toutes ses supplications, Haring resta déterminée à se séparer. Chaque fois qu'elle se remémorait son calvaire chez ses beaux-parents, Haring avait le cœur brisé, voyant les yeux de sa fille remplis de larmes de tristesse. Le père se sentit profondément désespéré. De retour chez lui, il découvrit que sa femme détenait des médicaments pour la fertilité. Ce n'est qu'après l'avoir interrogée avec insistance qu'elle lui révéla l'incapacité de Haring à concevoir. Ce n'est qu'alors qu'il comprit la source de l'angoisse de sa fille. Anki avait l'intention de demander pardon à Haring, mais il la vit avec Jikang. Ivre et désemparé, il déversa sa colère sur Jikang, qui refusa de discuter avec lui. Le lendemain, Qingbo consulta une voyante afin de trouver une épouse convenable pour son fils. La voyante déclara que son fils devait d'abord se séparer de sa femme actuelle. En entendant cela, Qingbo a décidé de chasser Haring rapidement. La voyante lui a alors donné un talisman. Placer ce talisman sous l'oreiller de son fils romprait le lien entre lui et sa femme. De manière inattendue, Anki a été témoin des actions furtives de sa mère et a senti que quelque chose n'allait pas. Il découvrit rapidement le talisman caché dans l'oreiller. Furieux, il le froissa et le jeta à la poubelle. Sous prétexte de protéger Haring, il fit appel à une nounou et à des gardes du corps pour l'accompagner au travail et la ramener à la maison. En réalité, c'était un moyen de vérifier si elle était avec Jikang. Pendant ce temps, Haring fut surprise lorsqu'Inso, la femme du président, l'appela pour lui demander de la rencontrer. À son arrivée, Haring fut stupéfaite de trouver sa belle-mère et Anki déjà présents. Jikang fut ensuite invité à se joindre à eux. Inso devint profondément inquiète lorsqu'elle apprit la proximité entre Haring et son ancien gendre. Elle avait toujours nourri l'espoir de reconquérir Jikang. C'est pourquoi elle avait organisé ce dîner. L'atmosphère était lourde de faux-semblants. Haring se sentait étouffée. Elle se rendit aux toilettes pour se ressaisir. En revenant, elle heurta accidentellement un serveur. Des morceaux de verre se répandirent sur le sol. Jikang se précipita vers Haring, inquiet, ne supportant plus la situation. Il la prit par le bras et l'emmena, voyant sa femme emmenée par un autre homme. Anki les a suivis dehors. Hélas, il était arrivé trop tard. Il ne pouvait que regarder. Impuissant, la voiture s'éloignait. Jikang a emmené Haring au sommet de la montagne pour la réconforter. À son retour, elle a trouvé Anki qui l'attendait déjà devant la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, Anki a immédiatement commencé à emballer les affaires de Haring, déterminé à la ramener. Mais Haring a refusé catégoriquement. Anki rentra chez lui, découragé. Sa mère, furieuse de l'absence de Haring, la réprimanda pour empêcher sa mère de chasser Haring. Anki n'eut d'autre choix que de révéler la vérité. Il avait subi une vasectomie après la mort de son fils. Qingbo était complètement incrédule. Anki dit à sa mère qu'il ne pouvait supporter l'agonie de perdre un autre enfant. Malgré cela, Qingbo restait déterminé à expulser Haring de la maison, convaincu que c'était Haring qui avait ruiné son fils. Le président réprimanda également Anki pour ne pas avoir su contrôler sa femme, qui fréquentait désormais son ancien gendre, car il souhaitait toujours faire de Jikang leur gendre. Anki rejeta toute la responsabilité sur Jikang et proposa un plan au président pour regagner rapidement le cœur de Jikang. Il devait ramener son fils de 8 ans. Il pensait que l'enfant était le meilleur catalyseur pour réparer leur lien conjugal. Pendant ce temps, Haring fut abordé au travail par Inso. Elle exigea sans détour que Haring cesse tout contact avec Jikang. Haring rétorqua qu'Inso n'avait pas le droit de s'immiscer dans les affaires de Jikang. Inso déclare avec colère que Jikang et sa fille ont déjà un enfant et l'avertit de ne pas s'approcher de Jikang. Haring cherche Jikang pour se confier à lui. Jikang est soulagé qu'elle puisse exprimer sa frustration. Il se précipite alors pour affronter le président et sa femme et déclare qu'il a librement choisi d'aimer Haring. Finalement, il rompt tout lien avec le président et sa femme. Pendant ce temps, Sohelo, qui ne se doutait de rien, vint rendre visite à sa fille. Qingbo informa sans ménagement Sohelo que sa fille avait trahi son mari et qu'il l'avait expulsée de la maison. Lorsqu'Haring revint précipitamment, sa mère était déjà partie. Mais Haring savait que Qingbo avait dû inventer cette histoire. Voyant cela, Qingbo tenta de frapper Haring. Cette scène fut observée par Anki, qui venait de rentrer. Haring avertit Anki que s'il ne la laissait pas tranquille, elle n'aurait d'autre choix que d'intenter une action en justice. De retour chez elle,
Sohelo fut submergée par l'angoisse. Elle n'aurait jamais imaginé que sa fille avait subi une telle injustice chez ses beaux-parents. Pendant ce temps, Kingwo craignait que Haring ne demande réellement le divorce devant le tribunal. Elle s'inquiétait que sa réputation soit ternie. Elle alla donc directement voir les parents de Haring. Elle a montré des photos de Haring avec Ji-Kang et a faussement accusé Haring de trahison comme étant la cause de l'échec du mariage, leur reprochant en outre de ne pas avoir élevé leur enfant correctement. Après le départ de Kingwo, la famille a estimé que le traitement réservé à Haring était injuste, incapable de supporter cela plus longtemps. Sohelo s'est levée pour courir après Kingwo qui s'éloignait. Elle s'empara d'une poubelle et en vida le contenu sur la voiture de Kingwo. Anki, qui s'était précipité sur les lieux, ne prêta aucune attention aux paroles de sa mère et l'emmena de force. De retour à la maison, Kingwo réprimanda son fils de ne pas avoir pris sa revanche et menaça de divulguer les photos de Haring et Ji-Kang à la presse à des fins sensationnalistes. Anki, à bout de nerfs, accusa sa mère d'avoir détruit sa famille. Mais Kingwo persista sans relâche. N'ayant pas d'autre recours, Anki accepta à contre-cœur la demande de sa mère et divorça de Haring. Le lendemain, Anki et Haring finalisèrent enfin leur procédure de divorce. Mais leur histoire pouvait-elle vraiment s'arrêter là? Après le divorce, Haring a accepté un poste de professeur de cuisine dans l'école où son fils était décédé. Par coïncidence, Lucas, le fils de Ji-Kang âgé de 8 ans, qui venait de rentrer de l'étranger, est devenu l'un des élèves de Haring. Haring a canalisé son désir de retrouver son propre fils en s'occupant de Lucas. Lucas s'est beaucoup attaché à son professeur Haring. Le trio formait un tableau de bonheur domestique. Ce jour-là, Haring et Ji-Kang ont enfin officialisé leur relation amoureuse. Le père de Ji-Kang était ravi de leur union. Mais lors d'une conversation avec Haring, il a appris de manière inattendue que l'enfant décédé de Haring était le démon qui hantait la conscience de Ji-Kang. Il a confronté son fils, lui demandant pourquoi il était tombé amoureux de Haring parmi toutes les autres femmes. Mais Ji-Kang ne pouvait plus abandonner Haring. Daweng n'a pas tenté de séparer son fils de Haring. Il a conseillé à son fils que ce n'était pas sa faute, et qu'il devait désormais bien traiter Haring. Pendant ce temps, le président, désespéré de récupérer Ji-Kang comme gendre, avait discrètement divulgué la nouvelle que Ji-Kang allait se remarier avec sa fille. Cela a mis Ji-Kang en colère. Dans un accès de rage, il a immédiatement remis sa démission au président. Anki ne comprenait pas pourquoi Ji-Kang voulait divorcer de la fille du président. Le président lui a expliqué que 5 ans auparavant, Ji-Kang avait commis une grave erreur lors de l'opération d'un enfant, ce qui l'avait plongé dans une profonde dépression. Il avait négligé sa propre fille, ce qui l'avait poussé à trahir Ji-Kang. Anki comprit alors que l'enfant dont parlait le président était peut-être son propre fils. Le fait que son fils soit mort pendant cette opération était tout aussi insupportable pour Anki. Mais il ignorait que la mort de l'enfant était due à une grave erreur du chirurgien. Pour vérifier cela, Anki se rendit rapidement à l'hôpital pour se renseigner sur le cas de son fils. Cela confirma ses soupçons. Il était fort probable que l'erreur du médecin ait causé la mort de son fils. Et le chirurgien qui avait opéré son fils n'était autre que Ji-Kang. Voyant à quel point Haring aimait désormais Ji-Kang, Anki a choisi de ne pas lui révéler ce qu'il savait. Il a ensuite cherché Ji-Kang. En apprenant que Anki connaissait la vérité, Ji-Kang s'est immédiatement agenouillé devant lui. Il a supplié Anki de ne rien dire à Haring. Furieux, Anki a sévèrement battu Ji-Kang. Anki savait également que son fils n'aurait probablement pas survécu, même sans l'erreur de diagnostic. Il exhorta Ji-Kang à quitter la Corée avant que Haring ne découvre la vérité. Ce jour-là, Kingwo aperçut Haring et Ji-Kang partir ensemble. Elle ordonna immédiatement à son chauffeur de les suivre. Haring n'avait pas osé conduire depuis la mort de son fils, 5 ans auparavant. En voyant Haring conduire, Kingwo conçut instantanément un plan pour se venger. Peu après, Haring aperçut sa belle-mère qui se rapprochait. Elle devint tendue. En raison des conditions routières complexes, Haring heurta accidentellement un terre-plein central à un carrefour. Après avoir exécuté son plan, Kingwo s'enfuit rapidement des lieux. Haring échappa à des blessures graves, mais Ji-Kang perdit connaissance. Témoin de la scène, Haring fut submergé par la culpabilité. Anki rassura désespérément Haring en lui disant que tout irait bien. Mais Haring était terrifié à l'idée que les événements tragiques du passé puissent se répéter. De loin, Kingwo regardait avec rage Haring sortir indemne de l'accident. Ji-Kang reprit rapidement conscience après avoir été soigné. Cependant, les lésions nerveuses à son bras signifiaient qu'il ne pourrait plus jamais pratiquer la chirurgie. Haring était trop effrayé pour s'enquérir de l'état de santé de Ji-Kang. Anki comprenait sa peur. Il emmena alors Haring dans la chambre d'hôpital de Ji-Kang et lui assura que Ji-Kang était vivant et en bonne santé. En voyant Ji-Kang indemne, Haring fut enfin rassuré, mais elle ignorait toujours les lésions subies par le bras de Ji-Kang. Pendant ce temps, Anki, furieux, affronta sa mère. Il avait repéré sa voiture sur les lieux de l'accident de Haring. Confronté aux accusations de son fils, Kingwo prétendit à tort qu'il ne faisait que passer par là. Il se retourna alors contre Haring pour la blâmer. À ce moment-là, Anki comprit que, quels que soient ses efforts, il ne pourrait jamais reconquérir Haring. Il avait auparavant l'intention de faire partir Ji-Kang de Corée. Mais maintenant, il l'exhortait à rester, car il ne supportait pas de voir Haring endurer une telle souffrance. Ignorant tout cela, Haring passait chaque jour joyeusement avec Ji-Kang et Lucas. Ils formaient vraiment une famille heureuse. Mais l'ancienne belle-mère de Ji-Kang ne supportait pas de voir cela. Elle reprochait à Haring d'avoir ruiné la carrière d'un brillant chirurgien. C'est alors seulement que Haring réalise l'immense souffrance qu'elle a infligée à Ji-Kang, se souvenant que son accident de voiture a été provoqué par la vue de son ex-belle-mère. Haring accuse immédiatement Kingwo d'être responsable de l'incident. Kingwo, à son tour, accuse Haring d'avoir ruiné les chances de Anki d'épouser la riche héritière. Furieuse, Haring décroche le téléphone et appelle Anki pour lui déclarer qu'elle rompt toute relation avec lui. Enfin, Haring avertit Kingwo que s'il osait encore toucher à l'un de ses proches,
Elle révélerait tout ce qu'il avait fait. Haring jura de rester aux côtés de Ji-Kang pour le reste de sa vie et de prendre soin de lui comme il se doit. Le président était également furieux contre Haring. Il décida d'utiliser son influence pour faire disparaître Haring de la vie de Ji-Kang. Han-ki se précipita à l'école où travaillait Haring, dans l'espoir de lui éviter d'autres souffrances. Mais Haring savait comment traiter ceux qui cherchaient à lui faire du mal. Elle souhaita alors rompre tout lien avec Han-ki. À ce moment-là, Han-ki appela Haring. Le lendemain marquait l'anniversaire de la mort de son fils. Il n'avait pas le courage de se rendre seul au cimetière et espérait que Haring l'accompagnerait. Le lendemain, Han-ki prépara une bague de fiançailles, avec l'intention de demander à nouveau Haring en mariage le jour de la commémoration de leur fils, conformément à leur accord préalable. Il se rendit en voiture sur la tombe de leur fils. Pendant le trajet, il fut soudainement pris de violents maux de tête. Sa vision se brouilla, obscurcissant la route devant lui. Il évita de justesse de percuter un piéton qui traversait. Le malaise de Han-ki s'intensifia. À ce moment-là, Haring l'appela pour lui rappeler son rendez-vous. Avant qu'il n'ait pu répondre, il s'effondra, inconscient. Pendant ce temps, Haring supposa que Han-ki lui avait posé un lapin. Après s'être recueillie sur la tombe de son fils, elle rentra seule chez elle en voiture. Une ambulance passa justement à ce moment-là. À son insu, le patient à l'intérieur était Han-ki. À l'hôpital, un jeune médecin demanda à Ji-Kang d'examiner un scanner cérébral. Ji-Kang reconnut immédiatement la tumeur maligne, même avec une intervention chirurgicale. Le patient n'avait plus qu'un an à vivre. Il ne savait pas que ce scanner appartenait à Han-ki. Han-ki reçut plus tard cette terrible nouvelle du médecin. Le médecin recommanda une intervention chirurgicale immédiate. Mais Han-ki insista pour rendre d'abord visite à son fils. Le temps pressait. Luttant contre son malaise physique, il prit le volant, emportant le ballon de football préféré de son fils. Il arriva au cimetière, mais il était tard et les portes étaient déjà fermées. Heureusement, après les supplications insistantes de Han-ki, le gardien fit une exception. Han-ki avoua alors ses regrets devant la tombe de son fils. Pendant ce temps, le jeune médecin informa Ji-Kang que le patient du scanner était Han-ki. Ji-Kang fut complètement sous le choc. Il devait désormais faire tout son possible pour persuader Han-ki de se faire opérer. Il trouva rapidement Han-ki, voyant qu'il ne parvenait pas à le convaincre. Ji-Kang n'eut d'autre choix que de lui donner les analgésiques qu'il avait préparés. Alors que Ji-Kang s'en allait, Han-ki lui demanda de ne pas parler de son état à Haring. Le lendemain, Han-ki se rendit chez les parents de Haring, se souvenant de la première fois où il avait demandé Haring en mariage. Si seulement il l'avait bien traité dès ce moment-là. Même s'il devait mourir maintenant, il n'aurait aucun regret. Chaque année, pour l'anniversaire de sa belle-mère, Han-ki avait toujours adopté une attitude indifférente, se contentant d'envoyer des cadeaux. Cette fois-ci, cependant, il arriva à la fête d'anniversaire de Sohelo avec un bouquet de fleurs. Sa présence surprit tous les invités. Personne n'appréciait la présence de Han-ki. À ce moment-là, Ji-Kang arriva également. Haring avait l'intention de renvoyer Han-ki, mais Ji-Kang, conscient de la maladie de Han-ki, l'en empêcha. Han-ki était venu s'excuser auprès de tout le monde avant sa mort imminente. Le père de Haring, ne pouvant plus le supporter, traîna Han-ki dehors. Il ordonna avec colère à Han-ki de ne plus jamais perturber leur vie. Ji-Kang se précipita pour rattraper Han-ki. Il exhorta Han-ki à retourner à l'hôpital pour se faire opérer. Mais Han-ki refusa. Haring appela Han-ki et le réprimanda pour avoir gâché la fête d'anniversaire de sa mère. Han-ki répondit à Haring qu'il était seulement venu s'excuser auprès de tout le monde. Ignorant la vérité, Haring ne voulait plus avoir affaire à Han-ki. Pendant ce temps, Ji-Kang continuait à chercher des solutions pour soigner Han-ki. Après avoir été témoin de cette scène, Daweng conseilla à son fils de ne pas intervenir pour le moment, car son état actuel rendait toute opération impossible. Ce jour-là, Han-ki rendit une nouvelle fois visite au père de Haring, cette fois-ci accompagné du président. Le fils du président avait mis Awon enceinte avant le mariage, et rejetait totalement les origines modestes de Sambong. Il avait proposé de l'argent à Awon pour qu'elle avorte. Cela a extrêmement irrité Sambong. Le président, témoin de la scène, s'est immédiatement mis en colère. Il a ensuite réprimandé les deux filles de Sambong pour leur moralité douteuse. Sambong, furieux, s'est emparé du président, déterminé à lui donner une leçon. Le président a rapidement demandé l'aide de Han-ki, mais Han-ki a non seulement refusé de l'aider, mais il a également réprimandé le président pour ses paroles imprudentes. Il lui a ordonné de présenter immédiatement ses excuses au père de Haring. Voyant cela, le président n'a eu d'autre choix que de s'excuser. Se sentant trahi, le président partit. Incrédule, Sambong était tout aussi stupéfait par les récentes actions de Han-ki. Le président avait l'intention de ruiner la réputation de Han-ki. Heureusement, Han-ki avait accumulé au fil des ans une connaissance considérable des secrets du président. Voyant cela, le président n'avait d'autre choix que d'expulser Han-ki de l'entreprise. Pour Han-ki, cependant, ce moment était synonyme de libération. Il se souvenait comment sa froideur envers sa femme s'était progressivement cristallisée dans le seul but de servir les intérêts du président. Pour accomplir les tâches que lui avait confiées le président, il n'avait même pas pensé à son fils. C'était précisément parce que ce jour-là, son fils lui avait fait signe, mais qu'il était parti sans même se retourner. S'il s'était arrêté pour ramener son fils à la maison, le garçon n'aurait pas trouvé la mort dans cet accident de voiture. Han-ki savait que ses propres erreurs avaient conduit à cette issue tragique. Les événements de cette journée s'avérèrent insupportables pour Haring. Elle décida de travailler au restaurant, aidant son père à obtenir le poste de gérant. Mais contre toute attente, Han-ki arriva. Il avait repris la coiffure qu'il arborait lorsqu'il courtisait Haring. Ignorant ses protestations, il s'avança alors et se plaça à côté de Sambong, déclarant qu'il assumerait le rôle de gérant du restaurant. Haring ne comprenait pas les actions de son père, mais Sambong insista pour garder Han-ki, malgré les protestations de sa fille. Haring ne comprit pas que son père agissait ainsi, parce que la veille, Han-ki était venu le voir seul, s'agenouillant devant lui pour le supplier sincèrement. Il ne lui avait pas révélé sa maladie incurable. Au lieu de cela, il avait exprimé son désir de réparer ses torts passés envers Haring. Témoin de cette scène,
Sambong avait accepté cet arrangement. Han-ki observait Haring de loin. C'est alors seulement qu'il réalisa à quel point elle était belle. Mais son état de santé qui empirait l'obligeait à se cacher et à prendre des analgésiques. Ironiquement, Ji-Kang était désormais la personne la plus préoccupée par la santé de Han-ki. L'opération de Han-ki s'avéra extrêmement difficile. La plupart des chirurgiens n'auraient pas osé s'y risquer. Ji-Kang ne pouvait qu'exhorter le médecin traitant à explorer d'autres approches. Pendant ce temps, après avoir découvert que son fils travaillait aux côtés de Haring au restaurant, King Guo fit irruption et provoqua une scène. Soelo, voyant sa fille se faire intimider, s'opposa immédiatement à King Guo. Haring a essayé d'appeler Han-ki à l'aide, mais l'état de Han-ki s'est soudainement aggravé. Craignant d'être découvert, il s'est éloigné en titubant. Bien que Haring ait remarqué l'état inhabituel de Han-ki, elle n'y a pas prêté attention. Han-ki, désormais dehors, voulait juste quitter le restaurant rapidement. Heureusement, Ji-Kang est arrivé à temps. Il avait des injections d'analgésiques avec lui, soulageant temporairement la souffrance de Han-ki. En voyant Ji-Kang emmener Han-ki, Haring se sentit perplexe. Plus tard, en faisant le ménage, elle trouva un flacon de médicaments sous une table, une substance qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lorsque Ji-Kang revint, Haring l'attendait depuis un certain temps près de la porte. Elle demanda délibérément à Ji-Kang où il était allé, mais Ji-Kang mentit, prétendant qu'il était sorti se promener avec un ami. Après avoir pris congé, Haring fut plongée dans une profonde perplexité. Elle ne comprenait pas pourquoi Ji-Kang lui avait menti, et elle savait désormais que ce médicament inconnu appartenait à Han-ki, se souvenant que Han-ki avait pris des pilules en secret devant elle, ainsi que de son état mental confus, et compte tenu de la tromperie de Ji-Kang. Haring en conclut instantanément que ce médicament devait cacher un grave secret. Après s'être renseigné à la pharmacie, Haring apprit enfin que le flacon contenait des analgésiques contre le cancer. Dans un état second, elle arriva devant la porte de Han-ki. Yeon-jae était ravi de la voir. Haring lui dit simplement qu'elle était venue lui rendre l'objet qu'il avait perdu. Han-ki insista immédiatement sur le fait qu'il s'agissait d'analgésiques ordinaires. Mais lorsqu'il s'est baissé pour le ramasser, il s'est rendu compte qu'il en était totalement incapable. C'est alors seulement que Haring a enfin compris les récentes actions de Han-ki. En voyant l'homme qu'elle avait autrefois profondément aimé et qui n'avait plus que peu de temps à vivre, Haring a ressenti une douleur insupportable dans son cœur. Elle a dit à Han-ki que ni elle ni sa famille n'avaient besoin de ses excuses. Ce qu'il devait faire maintenant, c'était se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Mais Han-ki a insisté sur le fait qu'il souhaitait seulement rester aux côtés de la personne qui lui manquait. Le lendemain, Han-ki alla voir Ji-Kang. La détermination de Ji-Kang à protéger Haring réveilla l'esprit de compétition de Han-ki. Il déclara avec assurance à Ji-Kang, « Haring ne choisira jamais de t'épouser. » Ce soir-là, pendant le dîner du personnel du restaurant, Han-ki saisit l'occasion pour chanter une magnifique chanson d'amour. Instantanément, la mélodie transporta Haring vers un souvenir précieux. C'était une vision d'elle vivant heureuse avec son fils et Han-ki. C'était aussi le plus beau moment de sa vie. Voyant les yeux de Haring remplis de larmes, Han-ki sut que sa chanson avait fonctionné. Cela faisait partie de son plan. Mais soudain, le souvenir de leurs expériences passées causa une grande douleur à Haring. À ce moment-là, l'état de Han-ki s'aggrava. Pendant ce temps, Ji-Kang s'entraînait à demander Haring en mariage. À ce moment-là, Haring arriva en portant Han-ki qui s'était effondré. Ji-Kang administra rapidement des analgésiques à Han-ki. Haring, le cœur brisé et impuissante, exhorta Han-ki à partir immédiatement. Mais Yeon-jae retint Haring, la suppliant de lui accorder 3 mois pour la reconquérir. De retour chez elle, Haring mangea des glaçons pour se calmer les nerfs. Mais plus elle y pensait, plus elle était terrifiée, craignant qu'elle ne s'adoucisse vraiment et ne retourne auprès de Han-ki. Ji-Kang, tout aussi terrifié à l'idée de perdre Haring, décida finalement de l'épouser. Ainsi, il n'aurait plus à craindre les imprévus. Pendant ce temps, Han-ki acheta une concession à côté de la stèle commémorative de son fils, souhaitant reposer auprès de son enfant après sa mort. Cet acte fut découvert par sa mère, qui réalisa alors seulement que son fils était sur le point de quitter ce monde. King Guo s'effondra sous la pluie battante, le cœur brisé. Contemplant son fils endormi, King Guo tendit la main tremblante pour le toucher. Elle serra les lèvres, luttant pour étouffer ses sanglots. Incapable d'affronter la réalité, elle ne pouvait que partir. Dehors, elle n'osait toujours pas faire de bruit. Assise par terre, elle pleurait à chaudes larmes. Mais Han-ki, feignant de dormir, avait été témoin de tout le comportement de sa mère. Il sortit pour trouver sa mère en proie à une profonde angoisse. Il la serra fort dans ses bras, lui offrant du réconfort. À partir de ce jour, King Guo subit une profonde transformation. Han-ki croyait que sa présence constante aux côtés de Haring avait déplu à sa mère. Il décida immédiatement de démissionner de son emploi au restaurant. Mais sa mère l'exhorta à poursuivre ce qu'il aimait. Le médecin traitant informa King Guo que Han-ki avait abandonné son traitement, ayant perdu toute envie de vivre. Mais King Guo refusa obstinément d'abandonner. La secrétaire Lee était tout aussi incapable d'accepter la mort imminente de Han-ki. En apprenant la nouvelle, la secrétaire Lee alla voir Han-ki. Elle lui demanda, « Si Haring refuse de revenir à tes côtés, puis-je rester à tes côtés et t'accompagner dans ton dernier voyage ?» Han-ki secoua la tête. Il n'éprouvait aucun amour pour la secrétaire Lee. Seule leur situation autrefois très similaire avait favorisé une compassion mutuelle entre eux. Pour la secrétaire Lee, c'était pourtant l'essence même de son amour. Incapable de rester aux côtés de celui qu'elle aimait, elle décida de partir, afin d'assurer l'opération de son fils, qui moquait à la voir Haring. Elle s'excusa pour les torts qu'elle lui avait causés au fil des ans, espérant que Haring redeviendrait sa belle-fille afin de sauver Han-ki. Mais Haring refusa d'accepter. N'ayant pas d'autre recours, King Guo s'adressa alors aux parents de Haring. S'agenouillant devant eux, il leur présenta ses excuses. Si cela permettait à Haring de retourner auprès de Han-ki, elle était prête à se plier à tous les souhaits de Haring. S'il ne souhaitait pas la voir,
Elle pouvait quitter le pays pour vivre seule. Sohelo s'y opposa avec véhémence. Témoin de tout ce que Qingguo avait fait, Haring fut contrainte d'annoncer devant toutes les personnes présentes qu'elle allait bientôt épouser Jikang. C'était le seul moyen de faire renoncer Qingguo et Hanqi. Le jour était enfin arrivé. Jikang était également ravi. Tout au long des années de formation de Hanqi, sa mère s'était préoccupée de soigner son image, lui laissant peu d'occasion de ressentir son amour. Aujourd'hui, elle avait soudainement tout abandonné pour son fils. Hanqi supplia sa mère de cesser de faire pression sur Haring. Si Haring épousait vraiment Jikang, il perdrait même le droit de la voir. Mais Qingguo restait déterminé à contrecarrer leur union. Sachant que Jikang avait un fils de 8 ans, Qingguo utilisa cet argument pour interdire à Jikang d'épouser Haring. Cela terrifia Jikang, mais il ne renoncerait jamais à Haring. Le jour même, il envoya son fils vivre chez sa grand-mère. Mais Jikang savait que Qingguo était capable de tout. Il avertit Qingguo de ne pas toucher à son fils. En sortant, Jikang aperçut Hanqi debout à l'extérieur. Hanqi s'excusa auprès de Jikang au nom de sa mère. Jikang l'ignora et partit en colère. Ce jour-là, l'état de santé de Hanqi s'aggrava à nouveau. Il lutta désespérément pour se rendre à la clinique de Jikang afin d'obtenir de l'aide. Mais il s'effondra avant d'y arriver. Heureusement, Sambong passait par là et fut témoin de la scène. À la suite de cet examen, Jikang découvrit que l'état de Hanqi se détériorait rapidement. Pourtant, aucun chirurgien n'osait opérer Hanqi. Le seul à avoir une certitude était Jikang lui-même. Malheureusement, les blessures à ses mains n'étaient pas encore complètement guéries. Plus tard, Kyung demanda au médecin si le spécialiste qu'il avait précédemment demandé de trouver avait été localisé. Le médecin confirma que le spécialiste avait bien été trouvé. Cependant, son état actuel rendait toute intervention chirurgicale impossible. Qingguo fut profondément choquée d'apprendre que le médecin était Jikang. Elle se reprocha d'avoir fait du mal à son fils. Pour sauver son enfant, Qingguo supplia Jikang avec ferveur. Mais Jikang expliqua qu'il était actuellement incapable de pratiquer l'opération. Contre toute attente, Qingguo soupçonna Jikang de refuser délibérément d'opérer Hanqi. Jikang fut profondément mécontent d'entendre cela. Afin de retrouver son bras le plus rapidement possible, il effectua quotidiennement des exercices de rééducation sans relâche. Jikang souhaitait rompre tout lien avec cet individu perpétuellement moralisateur. Seul Haring et lui assistèrent à leur cérémonie de mariage. Ils se promirent de ne jamais se séparer. En réalité, la peur rongeait le cœur de Jikang. Si Haring découvrait que son erreur de diagnostic avait causé la mort de son fils, choisirait-elle quand même de rester avec lui? Jikang avait l'intention de garder ce secret pour toujours. Mais les secrets ne peuvent rester cachés éternellement. Le mariage de Haring avec Jikang signifiait que Hanqi avait perdu toute chance de la reconquérir. Cela rendit Qingguo furieuse. Elle refusait de voir Jikang et Haring vivre heureux ensemble. Après quelques recherches, Qingguo découvrit que c'était l'erreur de diagnostic de Jikang qui avait tué son petit-fils. Elle fit alors irruption dans la clinique de Jikang, provoquant une scène. Hanqi arriva pour l'arrêter, suppliant sa mère de ne pas blâmer Jikang. La mort de l'enfant n'avait rien à voir avec l'erreur de diagnostic de Jikang. Hanqi craignait que sa mère n'en parlât à Haring. Il déclara qu'il avait déjà renoncé à Haring. Si Haring apprenait cela, elle replongerait certainement dans l'angoisse. Ce soir-là, Hanqi remit sa démission à Haring. De retour chez lui, Hanqi supplia une fois de plus sa mère de ne rien faire de plus. Mais Qingguo refusa de laisser tomber. Le lendemain, elle révéla sans hésiter à Haring que Jikang était responsable de la mort de l'enfant. À ce moment précis, Jikang rangeait joyeusement les photos de mariage qu'il avait prises avec Haring. Il ne se doutait pas que ses pires craintes s'étaient finalement réalisées. Haring s'accrochait encore à un mince espoir que Jikang nierait tout. Voyant son état, Jikang ne pouvait que s'excuser. Ce dernier espoir s'est envolé. Haring s'est complètement effondré. En regardant la photo de mariage d'elle-même et de Jikang sur la table, il trouva cela profondément ironique. Après avoir exprimé sa douleur, Haring dit à Jikang: faisons comme si rien ne s'était passé entre nous. Puis elle se retourna et s'éloigna sans se retourner. Jikang ne put qu'accepter cette douloureuse réalité. De retour chez elle, Haring serra contre elle la photo de son fils décédé et pleura amèrement. La situation avait atteint le pire dénouement possible. Jikang informa Hanqi que Haring connaissait désormais la vérité, en espérant qu'il l'aiderait à prendre soin d'elle. Hanqi était furieux en apprenant cela. Il alla immédiatement voir Haring, qui s'était enfermé chez elle. Mais malgré toutes les explications de Hanqi, Haring restait convaincu que l'erreur de diagnostic de Jikang avait tué leur fils. Voir Haring dans cet état déçut profondément Hanqi. Elle vivait uniquement dans son propre monde, complètement sourde aux paroles de ceux qui l'entouraient. Cela reflétait exactement son état 5 ans auparavant, après la mort de leur fils. Haring restait inconsciente de la façon dont son état tourmentait son entourage. C'était précisément ce comportement à l'époque qui avait poussé Hanqi à chercher du réconfort auprès du secrétaire Lee, incapable de le supporter plus longtemps. Ce soir-là, à la grande surprise de Hanqi, Haring rentra à la maison avec toutes ses affaires. Qingguo était ravi de la voir revenir. La Haring actuelle ne souhaitait pas non plus la mort de Hanqi. Elle devait s'assurer que Hanqi survive. Grâce à un entraînement acharné, les mains de Jikang pouvaient désormais à peine tenir un scalpel. Cette fois, il sauverait Hanqi. Bientôt, Hanqi commença les examens préopératoires. Haring croyait fermement en sa survie. À ce moment-là, Jikang entra. Le médecin présenta Jikang comme le chirurgien qui opérerait Hanqi. Haring craint que l'histoire ne se répète.
et exige un changement de chirurgien. Mais Haring ignore que Ji-Kang est le seul médecin actuellement qualifié pour opérer Han-Ki. Ji-Kang affirme avec détermination qu'il sauvera Han-Ki, mais Haring a du mal à le croire. Ce jour-là, elle apprend par un jeune médecin l'immense pression à laquelle Ji-Kang est soumis. L'état de Han-Ki semblait totalement désespéré pour tous les médecins traitants. Pourtant, Ji-Kang a insisté pour opérer malgré les risques. Un échec porterait un coup dévastateur à Ji-Kang. Le médecin a cité un incident survenu 5 ans auparavant. Ji-Kang avait tenté de réanimer un garçon qui n'avait aucune chance de survie après un accident de voiture, mais avait finalement échoué. Cet incident avait profondément affecté Ji-Kang. Haring réalisa que le garçon que les médecins avaient déclaré sans espoir était son propre fils. C'est précisément cette prise de conscience qui fit comprendre à Haring que la mort de son fils n'était pas la faute de Ji-Kang. À ce moment-là, elle comprit également l'immense douleur qu'elle avait infligée à Ji-Kang. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle aperçut soudain Ji-Kang assis dans un coin. Le cœur de Haring se serra à cette vue. Elle exhorta Ji-Kang à trouver un autre chirurgien pour Han-Ki, mais Ji-Kang estimait qu'il devait pratiquer l'opération lui-même. Haring supplia Ji-Kang de fuir cet endroit. Han-Ki fut témoin de sa supplication. Cela le troubla profondément. Han-Ki ne voulait pas mourir, ni perdre Haring. Ainsi, le jour même de l'opération, il demanda à Ji-Kang de lui sauver la vie. Sachant que son fils subissait une opération ce jour-là, King-Guo n'osa pas se rendre à l'hôpital. Au lieu de cela, elle resta assise chez elle, regardant les photos de son fils grandissant, priant Dieu de lui donner une chance de laisser son fils vivre. L'opération était sur le point de commencer. Han-Ki était terrifié à l'idée de ne plus jamais revoir Haring. La seule personne qui pouvait sauver la vie de Han-Ki était Ji-Kang. Haring dit à Ji-Kang de ne pas se sentir coupable. « Mon fils n'est pas mort à cause de vous. Il est décédé parce qu'il n'y avait aucun espoir de survie malgré tous les efforts que vous avez déployés pour le sauver. » La compréhension et le pardon de Haring donnèrent à Ji-Kang un immense courage et une grande force. Tout était prêt. C'était la seule chance de survie pour Han-Ki. Mais bientôt, Han-Ki souffrit d'une hémorragie massive. Son cœur cessa de battre. La même scène qui avait sauvé le fils de Haring 5 ans auparavant se déroulait maintenant sous les yeux de Ji-Kang. Était-il vraiment destiné à revivre ce moment une fois de plus? Heureusement, grâce aux efforts incessants de Ji-Kang, Han-Ki a finalement été sauvé in extremis. Cela a redonné à Ji-Kang la confiance nécessaire pour mener à bien l'opération. Quelques jours plus tard, Han-Ki était assis dans un fauteuil roulant, poussé par Haring pour faire une promenade. Han-Ki était fou de joie d'être en vie, mais pas un sourire n'illuminait le visage de Haring, car l'opération de Han-Ki n'avait pas réussi. Ji-Kang avait tout mis en œuvre pour retirer la tumeur cérébrale de Han-Ki. Malheureusement, Han-Ki avait dépassé le délai optimal pour l'opération. Le retrait complet de la tumeur aurait endommagé des tissus cérébro-vitaux. Pour permettre à Han-Ki de faire ses adieux à ce monde, Ji-Kang n'avait d'autre choix que d'interrompre l'intervention, laissant à Han-Ki au maximum 1 mois à vivre. Haring fut complètement abasourdi en apprenant cette nouvelle. Pourtant, elle savait que Ji-Kang avait fait tout son possible. King-Guo trouva cette nouvelle tout aussi insupportable. Elle implora Ji-Kang de trouver un autre moyen de sauver Han-Ki. Malheureusement, Han-Ki ne pouvait subir aucune autre intervention chirurgicale. Toute tentative ne mènerait qu'à la mort sur la table d'opération. Haring et King-Guo ne pouvaient que passer ce dernier mois à aider Han-Ki dans son dernier voyage. Han-Ki ignorait toujours son état. 本音频由魔音工坊 AI 生成。 Il croyait que son opération avait réussi. Il était déterminé à reprendre Haring des mains de Ji-Kang. Pendant ce temps, Ji-Kang lui-même vivait dans l'angoisse. Pour s'assurer que Han-Ki puisse partir sans regret après ce mois, Haring jura de rester à ses côtés. King-Guo, maître créateur de hanbok, confectionne sa dernière création. Ce hanbok est en réalité un vêtement de deuil. Haring le confronte, condamnant cet acte. Mais King-Guo insiste sur le fait qu'il s'agit de son expiation pour le mal qu'elle a commis. Il pleure, leur chagrin déchirant leur âme. Dans les jours qui suivent, Haring et King-Guo cachent leur tristesse. Ils sont restés aux côtés de Han-Ki, veillant à ce que chaque jour lui apporte de la joie. Han-Ki, lui aussi, chérissait chaque instant. Mais un jour, Han-Ki a accidentellement découvert les vêtements de deuil que sa mère était en train de coudre. Bien que sa mère et Haring lui aient expliqué qu'ils étaient destinés à un client, Han-Ki a tout de même trouvé dans sa chambre des documents détaillant les instructions de soins post-hospitalisation. À partir de là, il comprit la vérité. Il demanda secrètement un deuxième avis à un autre hôpital. C'est alors seulement qu'il apprit qu'il lui restait peu de temps à vivre. C'est alors seulement qu'il comprit pourquoi Haring et sa mère avaient été si gentils avec lui ces derniers jours. Et cette robe de deuil, sa mère l'avait confectionnée pour lui, parce qu'il était mourant. Comme la mort était inévitable, Han-Ki changea de perspective. Il commença à préparer ses propres funérailles. Il fit enlever toutes ses affaires et les distribua à ceux qui en avaient besoin. Haring rentra chez elle juste à temps pour assister à cela. Même leurs photos de mariage avaient été emportées. À ce moment-là, Haring comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle se précipita dans le bureau. Dans un tiroir, elle découvrit le carnet de Han-Ki. En le lisant, elle apprit le dernier souhait de Han-Ki. Il voulait avoir un dernier rendez-vous avec Haring. Ce n'est qu'à ce moment-là que Haring a compris que Han-Ki savait depuis le début qu'il allait mourir. Lorsque King-Guo est entré, il l'a également appris. Les deux hommes ont fondu en larmes. Mais Han-Ki venait d'arriver devant la porte. Il a entendu les sanglots douloureux à l'intérieur. Tout le monde savait désormais que Han-Ki était confronté à la mort. Son dernier souhait avant de mourir était de raviver sa romance avec Haring.
Ils sont rapidement arrivés au cinéma. Anki est allé acheter du popcorn, demandant à Haring de l'attendre à l'intérieur. Haring ne se doutait pas que cette séparation serait définitive. Anki s'est arrêté, jetant un dernier regard langoureux à Haring. Haring a attendu patiemment le retour de Anki. Mais même après la fin du film, Anki n'est jamais revenu. À la place, Jikang est apparu devant elle. Anki espérait que Haring construirait une belle vie avec Jikang. Jikang savait que Haring se sentait désormais profondément coupable envers lui. Il souhaitait que Haring puisse se libérer de son fardeau et revenir vers lui. À ce moment-là, Anki et sa mère se préparaient à partir à l'étranger. Avant le départ, il se retourna soudainement. Il revit la scène où Haring et leur fils le regardaient partir joyeusement travailler depuis le seuil de la porte. À l'époque, ils étaient si heureux. C'était le premier et dernier voyage de Anki avec sa mère. Il semblait plutôt joyeux. Bientôt, Anki arriva au moment final de sa vie. Kingwo serra fermement la main de son fils. Elle sentait que son fils pouvait la quitter à tout moment. Elle essaya de retenir ses larmes. Anki finit par succomber, s'éteignant dans les bras de sa mère. Pendant ce temps, Haring accomplit son devoir, d'honorer à la fois Anki et son fils décédé, grâce au réconfort et aux efforts persistants de Ji-Guyon. Les deux finirent par se retrouver. Ils organisèrent une grande cérémonie de mariage devant tous leurs proches. Le film se termine ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine fois.